La mémoire est-elle un bon combustible? Par Philippe Sarr. La nouvelle se propage au galop. Des chevaux amateurs d'art, pourtant avérés, dans ce monde aléatoire, où Dieu et l'homme sont morts, et où les corps utopiques sont devenus la norme. Animaux, plantes, ont un sens de l'esthétique au moins aussi développé que le nôtre. Victor réfléchit quelques secondes à cette affirmation saugrenue. Son homonculus lui envoie des messages coups de poing qu'il ne peut capter, de là où il se trouve. Devant lui, une foule d'amateurs d'art, de collectionneurs. 12 semaines d'observation donc, attribuées à un certain. Son cœur s'emballe. Tic-tac. Stress. Son Tercon, le somme de se calmer, lui injecte un sédatif puissant histoire de refroidir son enthousiasme. Albert Camus. Il a une tête de beignet. Rond, saupoudré de blanc au niveau de la barbe, le regard clair et franc. 4 millions d'euros, une somme astronomique, bien plus que le jeune homme à la tête de mort. 12 semaines, donc. Installation de Basquiat, datant d'avril 2015, cédée par son épouse pour se renflouer et rembourser ses dettes. Question, pourquoi Albert Camus s'intéresserait-il à cette œuvre en particulier? Acte purement politique. Albert étant un fervent défenseur des droits de l'homme. Montrer le quiproquo, donc. Refaire l'histoire. Victor. C'est une erreur que vous avez commise, vous attaquez ainsi indifféremment à l'ensemble du système. Vous nous avez filé les pétoches. Regardez le jeune homme au crâne. Le jeune à la tête de mort, corrige le Tercon, son homonculus, bousillé, méconnaissable. Voyons, Victor, pas de panique, qu'il s'adresse à vous de la sorte vous agace. Raisonnons un peu, dire, s'attaquer à un système pourri à la base, consiste avant tout à le vider de ses fragments d'illusion. Le jeune homme au crâne, comme vous dites, est un faux, une copie. Donc, effectivement, aucun scrupule à le laisser moisir dans l'indifférence la plus totale. Rappel, des quantités de réels ont été découvertes par Aimé Césaire, chercheur au CNRS, département des sciences humaines, avant la Seconde Guerre mondiale. Le grand connecteur, histoire, quand même, d'en dresser un portrait. Pas évident. Reformulons. Même Velasquez, rétroactivement n'a pu le matérialiser tant son image info est difficile à fixer. Est une entité autonome de type non humain. Pour faire très simple, le résultat d'une collaboration entre divers systèmes informatiques issus de l'ancien monde, qui avait donc pour objectif de rafler le pouvoir. Reformulons. Se substituer à l'homme dans le but d'assurer sa propre survie, autrement dit le premier système politique à vocation caritative initié par un humain. Personne ne sait si cela est prévu pour durer ou pas. Une raison parmi beaucoup d'autres, est régulièrement évoquée par les spécialistes de cette période, l'impossibilité, pour l'homme, de conduire lui-même ses propres affaires, celles de la cité et de ses citoyens, les guerres que cette incapacité à diriger a forcément générées. Une tendance dès lors à chercher refuge dans des mondes virtuels à l'accès rendu de plus en plus facile, à mesure que les technologies dont ces mondes dépendaient, évoluaient. Pouvoir autocratique, donc, et absolu. Un retour à d'anciens régimes, que le moderne avait pourtant combattu parfois dans le sang, soutenu cette fois par des moyens, redoutablement plus efficaces que ceux dont disposaient autrefois les rois et les empereurs. Un pouvoir devenu incontrôlable, vecteur du règne de l'arbitraire qui, pour les besoins de sa propre propagande, a donc inventé et mis au point, ces fameux fragments d'illusions à partir desquels se sont forgés les nouveaux mythes fondateurs, les nouveaux récits familiaux, les nouvelles légendes à l'eau de rose nécessaires à la pérennité du pouvoir. Fragments d'illusions qui ont fini par rendre notre monde confus et illisible. Techniquement, chaque être humain, dès sa naissance, se voit équipé d'un Tercon. Un terminal constitué d'une pile nucléaire très radioactive, opérationnelle dès son implantation, dans la zone du cortex, qui lui sert à la fois de relais, soit émetteur et récepteur. Le tout étant relié au grand connecteur, ainsi qu'au reste de l'univers. C'est donc son système de perception, qui est d'une certaine façon contrôlé et pris en otage. Voir rouge quand il faudrait voir vert ou blanc ou noir, par exemple. D'où les mondes aléatoires. Puisque ce qui était rouge un soir, peut devenir orange le lendemain. Et réciproquement. Aimé, ivoirien originaire de Grand Laou, une presqu'île du sud de la Côte d'Ivoire, a fait ses découvertes, tout à fait par hasard, au cours d'une randonnée pédestre sur l'île volcanique de la Réunion. Des fragments de réel, cette fois, lui sont revenus à la mémoire. Jusque-là, le récit familial avait toujours mis l'accent sur une vie rondement menée, ce depuis toujours, dans les quartiers ouest d'Abidjan. Là où il avait grandi, entamé des études de médecine avant de se raviser. Les fragments d'illusions liés à cette période de sa vie, lui avaient été injectés durant son sommeil par son Tercon, à l'âge de 10 ans. Sur un coup de tête du grand connecteur qui adorait ce genre de conneries, jouer avec les souvenirs, généralement stockés dans les zones les plus froides du cortex, de ses administrés, manipuler leurs pensées à outrance au point d'en faire des légumes. Reformulons. Meule de foin, historiquement et étymologiquement parlant. Aimé s'était réveillé un matin avec ce souvenir en tête. Imparable. Un écrivain du nom de Cervantes l'avait lui-même créé de manière à ce que son contenu semble le plus réaliste possible, usant d'effets de réel qui n'étaient donc illusions cohérentifiées. Reformulons.
agencés selon la logique ordinaire qui sied aux événements, à la manière dont ceux-ci s'enchaînent. Ses parents ne s'étaient rendus compte de rien, eux-mêmes ayant subi l'attaque quelques jours plus tôt, en ayant essuyé les plâtres. Une succession rageuse et ininterrompue de messages infos, un véritable orage médiatique, qui avait transformé leur mémoire en une passoire géante par où les fragments de réel avaient fui pour laisser place à leurs substituts. Dès leur mémoriel, donc. Rien de plus. L'affaire avait vite été pliée. Le problème, c'est que les fragments d'illusion ont une durée de vie très limitée, étant particulièrement instables et peu résistants à l'érosion du temps, et donc particulièrement vulnérables, ce qui nécessite un entretien spécifique, un suivi drastique et très contraignant, via le Tercom. Alors le grand connecteur n'a toujours pas trouvé le moyen d'endiguer ce mal récurrent. Question, comment un fragment d'illusion réputé plus fragile chimiquement, pouvait-il durablement se substituer à un fragment de réel? Aimé a donc fait ses découvertes, fragments de réel in vivo, peu nombreux, certes, mais quand même. Île de la Réunion. Nous sommes le 3 juillet 2047, 10h du matin, sur une colline boisée autrefois recouverte de vignobles. La couleur de la terre d'un rouge si caractéristique, celle du ciel d'un bleu étonnamment bleu, tirant sur l'indigo, lui ont paru d'emblée très réels. Bien plus que ces fragments d'illusion, qui au contact de ces réminiscences, ont littéralement fondu comme neige au soleil. Des fragments de réel réactivés suite à une nuit d'orage, tout s'est enchaîné alors. D'autres souvenirs lui sont revenus par bloc entier, l'accident de mobilette de sa sœur cadette, le sang qu'absorbait par petites flaques l'eau des rigoles, les cris d'horreur de leur mère. La mollesse avec laquelle a réagi son Tercon, qui ne l'a pas plus surpris que cela. Son collègue Albert l'avait prévenu, lui qui avait fait par le passé des découvertes analogues. Des fragments de réel, aussi réels que ses propres cellules cutanées, lui étaient aussi revenus. Des pans entiers de réel, de mémoire. Débarrassée de ces fragments d'illusion, de cette eau croupie dans laquelle elle avait baigné jusque-là. Au moment où il enfourche, son scooter se décompose sous ses yeux. Son Tercon met Victor en garde, ce que tu vois mon gars est réel. Détends-toi, détends-toi. Reformulons infantilisation. Reformulons. Procédé bien connu de déstabilisation. Reformulons. Induction d'un comportement régressif. Reformulons. Tentative de manipulation. Victor tente de résister. Si ce que je vois et entends n'est qu'un simulacre, que devrais-je voir et entendre en lieu et place de ce qui a l'apparence du vivant? Victor se ravise, le scooter vient de s'évanouir. Sous ses yeux, comme dans un mauvais rêve. Là pourtant, conduit jusqu'ici, jusque chez Marilyn. C'est un événement important à ne pas perdre de vue, car, si le scooter n'existe pas, le lieu où le scooter l'a amené ne saurait exister non plus. Logique, non? Même chose pour Marilyn et lui, car, un fragment de réel ne peut coexister avec un fragment d'illusion, loi toute bête mais connue de tous. Remarque incidente, une hypothèse demeure toutefois dont il faut tenir compte. Et si, Albert et Aimé n'étaient que de simples conspirateurs? Deux cinglés cherchant à nous faire croire que notre monde n'en est pas un, que des fragments de réel refont peu à peu surface, révélant un arrière-monde d'éminemment authentique, dont nous ignorions jusque-là l'existence, lequel était tombé dans l'oubli par la grâce et la volonté du grand connecteur. Le scooter, ton scooter, relié à tout un ensemble d'organes, de réseaux routiers, de manière à ce que chacun puisse connaître ta position exacte en temps réel, y compris ton boa constrictor, vient de démarrer au quart de tour. Reformulons. Sentiment irrésistible de toute puissance, comme lorsque tu étais gosse et que ton tracteur électrique, offert par ta grand-mère maternelle Marthe, épouse de celui dont tu écrivais récemment, qu'il était l'un des descendants de Claude Robergeot, prêtre révolutionnaire tué à rage-tête par des hussards autrichiens. Celle dont les croustillants beignets au sucre te mettaient chaque fois en joie. Une sœur à toi te les apportait le soir après les cours. Réagissait instantanément aux impulsions qui lui étaient transmises par le boîtier de télécommande, dont tu assurais le plein rendement. De la graine de futur dictateur, cet enfant, ironisait le grand-père, quand il te voyait simuler des scènes de guerre sur une immense planche en contreplaqué sur laquelle les forces du mal et les forces du bien, dont tu étais, de fait, s'affrontaient dans des combats sanglants et acharnés via des petits soldats de plomb. Aucun doute possible sur ces souvenirs, ces fragments de réel, qui viennent tout à coup de faire l'éruption dans ta mémoire, répandent la lumière de la vérité. Silencieusement, le scooter glisse à présent sur l'asphalte, n'offrant qu'une faible résistance à l'air, vu le profilage de son carénage. La nuit tombe malicieusement, les phares du scooter dessinent d'étranges motifs au sol, des figures géométriques en 3 dimensions incrustées de messages infos relayés depuis ton casque, lequel est relié comme tu le sais désormais à ton Tercon, ton terminal connecteur, puis au grand connecteur lui-même. La nouvelle de l'attaque massive par Albert et Aimé est largement reprise et commentée. Leurs deux visages apparaissent, faits de cristaux liquides imitant la chair. Albert est immédiatement reconnaissable à sa tête de beignet, Aimé à son teint hâlé. Le commentateur insiste sur le fait que les deux mécréants n'ont qu'une seule idée en tête, déstabiliser le système qui assure à tout sécurité, bien-être et protection.
étrangement, tandis que le commentateur s'exprime avec l'assurance et la crédulité d'un dévot qui agacerait presque Victor, s'il n'avait à se concentrer sur son itinéraire. Les visages d'Albert et d'Aimé restent impassibles, grimacent d'horreur parfois à l'annonce de leur nom, se moquent, ironisent à leur tour en feignant de hocher du chef. Parfois encore, leur visage, sous l'effet d'énergie contraire, se tord de manière abominable. Reformulons. Rictus de douleur, des lambeaux de chair écarlate éclatent, des brèches sanglantes s'ouvrent et se creusent, laissent entrevoir les os du crâne. Difficile, dans de telles conditions, de se faire un avis précis, une idée exacte de ce qui est en train de se tramer. Il y a encore quelques heures, 20, peut-être un peu moins, voire un peu plus, beaucoup plus, nous sommes ici au cœur de vie aléatoire, qui nous plonge dans une absolue incertitude. Victor, si on l'interrogeait sur lui et son enfance, évoquait le plus souvent une existence de rêve dans une ferme d'un petit village du pays d'Ambertois où il poursuivait tranquillement des études d'art, écrivait, accessoirement. Une vie rêvée, se demande-t-il en ordonnant au scooter de décélérer puis de s'arrêter au bord de la route. 2 heures qu'il roulait, déjà, le jour semble se lever à l'est, comme si la nuit était passée à la vitesse de l'éclair. Le soleil, comme un abricot trop mûr, se répand à l'horizon en une substance orangée, qui s'étale d'un bout à l'autre. Reformulons. Déverse sa lumière maintenant dorée sur un champ de tournesol, que des figures de haute structure métallique. Reformulons. Enterrez-les, aurait envie de hurler Victor. Effet de réel ? La présence de ce champ de tournesol, ici, n'a aucune raison d'être car paraissant tellement incongru. Des vies aléatoires, une fois de plus, se dit Victor en allant et venant le long de la route silencieuse. Des corbeaux planent dans le ciel obscur, hurlent leur joie au temps réel. Des fragments d'illusion. Victor essaie de se raisonner, n'est plus aussi crédule que par le passé, le doute s'étant emparé de son esprit. Victor grimace, sa bouche se tord en un affreux rictus. Va brusquement vomir dans une rigole creusée à même la route. Doute, mon petit. Victor ressemble au jeune homme à la tête de mort. Puis, au moment où la lumière du levant le submerge, tsunamise l'espace, Victor se souvient, une explosion, brutale, l'appartement où il vit qui s'embrase, le feu qui se propage, asphyxiant père et mère, détruisant ses souvenirs de jeune écolier. 10 ans que Victor cherche à se réinventer une vie.